Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Alors merci à vous de continuer à nous suivre sur les ondes de Canal M. Aujourd'hui, je reçois une femme au parcours atypique. Il s'agit de Marie-Denise Douillon. Créer pour se recréer, dit-elle. Marie-Denise Douillon a expérimenté l'essence de cette phrase après avoir été détenue arbitrairement dans son pays natal. Née en Haïti, ayant grandi en Afrique du Nord, puis fait ses beaux-arts aux États-Unis, elle se sert aussi de sa démarche artistique pour créer des passerelles entre les gens. On a vraiment de la chance qu'elle ait choisi le Québec comme terre où se réfugier. Bonjour Marie-Denise Douillon. Bonjour Marjorie. Un plaisir de t'avoir au micro. Moi également. Alors, bienvenue à Vivement les femmes. Merci. Donc, Marie-Denise, tu es écrivaine jeunesse, illustratrice et artiste peintre. Tu es née en Haïti, île que tu as quittée très jeune. Alors, pourquoi? Alors, mes parents ont quitté sous la dictature de Duvalier. Il y avait une exode des cerveaux et donc mes parents ont fui la dictature et ont été s'installer ailleurs et se réinventer une nouvelle vie. Donc, d'habitude, ils partaient vers l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest, mais tes parents ont choisi l'Afrique du Nord. Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Je pense que c'est au niveau des appels d'offres. Je ne suis pas certaine, vu qu'à l'époque, j'avais 3 ans. Oui. Mais je pense qu'il y avait des ouvertures au niveau des recrutements de médecins en Algérie. D'accord. Et de l'Algérie, il y a eu, je pense, la possibilité aussi de traverser la frontière et d'aller au Maroc. Et puis, à cette époque, on se remet à l'époque d'Haïti. Certainement, il y avait encore beaucoup de familles que vous avez laissées en Haïti. Alors, de ce que je comprends maintenant que je suis adulte et en refaisant l'histoire, les familles ont été quand même pas mal séparées parce qu'il y a des sœurs de maman qui sont restées, certaines sont parties vers le Québec parce qu'on recrutait aussi des infirmières, l'école normale supérieure. Aussi, il y avait des normaliens qui pouvaient aller dans l'enseignement. Le Québec étant francophone, c'était une passerelle aussi. Les États-Unis, à cause de la proximité avec la Floride. Donc, les familles ont vraiment été divisées. La sœur de papa est restée en Haïti, son frère a été à Washington. Les sœurs de maman, certaines sont restées en Haïti aussi. Oui. Alors, le parcours de pas mal de familles haïtiennes. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire de cette enfance au Maroc? Alors, n'ayant pas de souvenirs d'Haïti, et je suis arrivée, j'avais en 61, donc j'avais 4 ans à l'époque, et ce sont des souvenirs racontés. Et dans les souvenirs racontés, il y a toujours un peu, je dis, de légende urbaine ou la façon d'interpréter les faits. Alors, ma mère me disait que j'adoptais des grands-mères parce que j'avais besoin d'une mamie. Mais ce dont je me souviens, en fin de compte, ce sont surtout mes souvenirs à partir de 6-7 ans. Donc, les amis d'enfance, le mode de vie qu'on menait à l'époque à Casablanca. Et qu'est-ce que qu'est-ce que ça a marqué dans ta vie, premièrement, les débuts au Maroc, qu'est-ce que ça a apporté pour toi? Je dirais que ça a apporté, maintenant que je suis adulte, un repère multiple au niveau des identités, une enfance joyeuse, une enfance sécuritaire, une enfance dans du coton et une enfance où on avait des rapports de proximité. Alors, je ne sais pas si c'est propre au Maroc, je dirais que non, que c'est peut-être à cette époque-là. Si je fais le parallèle avec le Québec, les gens vivaient et se connaissaient dans les quartiers. Ils jouaient au hockey ensemble dans les ruelles. Quand je partage mon enfance marocaine avec d'autres amis qui viennent d'Afrique de l'Ouest ou même d'autres villes, je vois que c'était une façon de vivre. On vivait
en petite communauté où tout le monde se connaissait. Oui, oui. Est-ce que vous aviez eu l'occasion de rencontrer d'autres familles haïtiennes ou vous étiez unique? Non, à l'époque, il y avait à peu près une douzaine de familles haïtiennes. Okay. Il y avait 2 ou 3 familles haïtiennes à Casablanca. Il y avait une famille à Kenitra, une famille à Meknès, à Fès. Et donc, de manière à conjuguer, on va dire, leur haïtienneté, mes parents et ces autres haïtiens faisaient des fêtes. Donc, on se retrouvait tous les enfants ensemble dans les chambres, à partager les chambres. Ils avaient même invité à l'époque, j'ai oublié son nom, il chantait Maïman Ibolélé, Jo Archer. Ah, ok, Jo Archer. Jo Archer, Mimi Armand a été de passage. Ouais. Donc, mes parents quand même vivaient avec, comme tous les déracinés, ce besoin de se rattacher à la terre natale. Donc, on entendait de la musique haïtienne, ils jouaient les poèmes d'Anthony Phelps. Oui, tout à fait. Donc, on a grandi je dis tout le temps, entre couscous, griot et merguez. Oui. Et le mélange des langues aussi, parce que tu parles arabe couramment? Non, je parle pas arabe couramment, mais je baragouine quelques mots de Darija, juste pour se faire comprendre un peu dans la rue. Et je parle français. Et le créole, je l'ai appris tard, je l'ai appris adolescente. Adolescente aussi. Marie-Denise, après le Maroc, tu es partie à New York pour étudier les beaux-arts, je crois. Pourquoi le choix de New York à ce moment-là? Alors, au niveau universitaire, il fallait choisir une université. Entre-temps, j'avais séjourné au Québec et ma cousine avait fait, elle, la décoration intérieure à New York. Oui. En tant que diaspora, la famille de maman était installée aux États-Unis. Donc, il y avait sa sœur qui était là, qui pouvait m'accueillir. Et je cherchais une école d'art. Et j'avais réussi le concours d'entrée à FIT, Fashion Institute of Technology, qui porte le nom de Fashion Institute parce qu'ils sont dans le quartier donc de la mode, Fashion District à Manhattan. Et j'ai été acceptée. Et c'est comme ça que j'ai fait mes études à FIT. Ah, wow, OK. Et après, on continue ce parcours atypique. Ça t'amène au Québec. Et comment ça se fait après? Alors, après avoir obtenu mon diplôme, j'avais fait illustration avec aussi des mineurs en textile et puis en beaux-arts. Et il y avait cette euphorie par rapport à Haïti qui était après le départ de Jean-Claude, et puis n'ayant pas d'ailleurs la résidence américaine ou le statut de citoyenne américaine, le parcours logique était de rentrer en Haïti où il y avait encore de la famille, mes cousins, mes cousines, toute la diaspora rentrait. Et donc je suis rentrée en Haïti dans cet état d'esprit. Et malheureusement, il y a eu cette aventure malencontreuse après de cette arrestation arbitraire. Oui. On parlera de cette arrestation un peu plus loin. Donc, ce qui fait que après cet événement, tu as décidé de venir au Québec. Oui, en fin de compte, ma vie dans les premières années, je peux dire du départ de mes parents, j'ai 3 ans, donc je ne décide pas. Arrivée au Québec, je suis arrivée comme réfugiée politique, donc c'est encore un concours de circonstances. Donc les choses se sont un petit peu articulées sans que je sois consciente. Ce ne sont pas des choix vraiment conscients. C'était des possibilités de se réorganiser. J'aime bien le mot de se réinventer une nouvelle vie. Donc à ce moment-là, je me sentais un peu plus actrice qui regardait le film. Mais après 30 ans maintenant, je fais des choix lucides et décidés de ce que je veux avec cette joie d'être ici et de résider ici et d'être partie prenante des choix de ma vie. Exactement, parce que c'était la force des choses qui avait amené cette immigration. Puis comment ça s'est fait, l'intégration dans les débuts?
Alors au début, je dirais que j'avais pas vraiment de soucis. Et ayant de la famille ici, mon frère était ici, ma tante, mes cousines, etc. Donc j'avais pas ce fardeau de la survie financière et économique. Ouais, je comprends. Donc déjà, c'est un énorme soulagement, mais il fallait que je puisse accumuler, donc on va dire les preuves ou les documents nécessaires à la demande de statut de réfugié. Ouais. Et cette partie-là me traumatisait parce que je me disais, si je n'obtiens pas ce statut de réfugié, Ouais. qu'adviendra-t-il de ma vie? Est-ce que je dois retourner en Haïti où je vivais de la pression, des menaces, etc. Oui, oui. Donc, il y avait toute cette anxiété et tout. Et ensuite, lorsque tu as eu le permis de réfugié, le statut de réfugié, comment tu as orienté les premières années de ta vie au Québec? Alors, une fois que j'ai eu ce statut, c'était un grand soulagement au niveau moral. Je me rappelle de mon premier contrat. Mon premier contrat était un contrat d'illustration avec Vue d'Afrique. Oui. Et j'ai fait l'affiche du festival, je ne me rappelle plus en quelle année. Et à ce moment-là, je me suis lancée dans une vie de pigiste au niveau du graphisme et de l'illustration. Oui. Alors, c'est ce que tu avais appris à New York? C'est ce que j'avais appris à New York et j'ai eu, par un concours de circonstances heureux aussi, au niveau de la diaspora haïtienne, j'ai rencontré le directeur du Syndicat, Monsieur Franz Voltaire, oui, bien sûr. Qui à l'époque m'a présenté Alix Laurent et Dominique Olivier. Et on a à l'époque monté une revue, un magazine qui était distribué gratuitement dans le modèle d'affaires un peu de image interculturelle, dans le modèle d'affaires du magazine qui était distribué. Il y avait 2 magazines distribués gratuitement, Le Miroir, The Mirror, qui était anglophone, et la version française, c'était, le nom m'échappe. Moi aussi. Voir, exactement. Donc, c'était un petit peu ce modèle, mais on voulait aborder des thématiques autour de l'inclusion, l'immigration. Et déjà donc, à cette époque-là. À cette époque. Ouais. Donc, je vois que tu dis que la création a eu un rôle important dans tes épreuves. Est-ce que pour toi, c'est universel? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde gagne à créer pour surmonter des traumas? Parce que c'est ce qui a été salvateur pour toi, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, alors, je peux pas généraliser, puis je voudrais pas aller sur le terrain de la thérapie, parce que c'est pas vraiment ce que j'ai étudié. Par contre, ce que je peux dire, c'est que dernièrement, l'année dernière, j'ai fait une résidence d'artiste dans 2 bibliothèques, la bibliothèque Côte-des-Neiges et la bibliothèque interculturelle, qui est aussi sur Côte-des-Neiges. Et une des résidences visait les aînés, et l'autre résidence visait les jeunes. Mais dans les 2 cas, j'ai vu que dans le processus d'illustration, de création d'illustration et de création de récits, les participants allaient chercher des éléments de leur vie passée qui souvent étaient libérateurs. OK, oui, c'est ça. Ils allaient au niveau de la mémoire, des souvenirs, que ça soit douloureux ou pas. C'était souvent douloureux. Et en réalité, la frontière est très mince entre le rôle de l'artiste qui accompagne et la psychothérapie. Parce que quelque part aussi, je ne suis pas mandatée pour aller gratter les croûtes des bobos. Tout à fait, puis il y a toujours le risque d'hémorragie quand on se gratte les bobos. Ben oui. Précédemment, on parlait des langues. Alors, le fait d'avoir vécu au Maroc, donc un peu de l'arabe, le français, le créole et tout ça. Puis, comment ce métissage se traduit dans tes œuvres? Alors, je trouve que c'est vraiment là, c'est un cadeau de pouvoir s'exprimer dans ces différentes langues. Il y a certaines écoles françaises comme les missions laïques françaises
les écoles internationales françaises qui font la promotion justement du multilingue. Mais c'est au-delà de la langue. En fin de compte, moi, je fais la promotion de la francisation inclusive, je vais dire. Je ne veux pas que les francophones de la planète, on va dire du monde, soient enfermés dans une case avec un français très neutre, très parisien comme modèle. Je n'ai rien contre ce type de français, mais je pense qu'on doit ouvrir. Et c'est pour ça que cette capacité d'amener d'autres accents, d'autres expressions aussi. Donc, je m'amuse à parsemer un peu les textes de petites expressions, les expressions québécoises, les expressions qu'on va retrouver plus en Afrique de l'Ouest ou des expressions qu'on va retrouver au Maroc ou au Maghreb. Et je le fais à travers des onomatopées. Donc, si on pense qu'à un certain moment, un coup va se donner entre le protagoniste et un autre animal, j'utilise des animaux, puis j'écris pas des histoires violentes, c'est juste un exemple. Au lieu de dire bim, bam, boum, je peux dire schlak, de la même façon que je pourrais dire aussi en créole oui, s'il y a un étonnement. Oui. Ah, ça, c'est intéressant. Et ça, c'est au niveau des textes. Mais je sais que tu es aussi artiste peintre. Est-ce qu'il y a eu aussi ce transfert vers d'autres médias? Alors, j'illustre pas tous les récits que je fais, mais j'en illustre certains. Et lorsque je sous-traite avec des pigistes au niveau de l'illustration, j'ai ce souci. J'ai vraiment ce souci que la personne maîtrise le paysage. Par exemple, moi, j'ai eu à créer des illustrations pour un organisme aux États-Unis. Ils sont venus me chercher parce qu'ils savaient que j'avais vécu en Haïti. Donc, je ne vais pas dessiner ce qu'on appelle les mornes en Haïti, qui sont les montagnes pour les Haïtiens, mais des collines en réalité. Je ne vais pas dessiner des montagnes qui ressemblent à des montagnes comme le Kilimandjaro. Donc, il faut avoir ce souci du lieu, des environnements. Pourquoi ? Pour éviter la stigmatisation. J'ai grandi à une époque où on faisait de la publicité style Yabon Banania. Donc, on est très, très loin de ces espèces de caricatures. Au micro avec moi, Marie-Denise Douillon, écrivaine jeunesse, illustratrice et artiste peintre. Donc, Marie-Denise, il y a eu un passage malheureux dans ta vie avec cette arrestation en Haïti en 1990. On ne va pas rentrer dans les détails de cette arrestation, mais ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce que cet événement a laissé dans ta vie? Comment que ça a marqué ta vie? Alors, cet événement était un tournant décisif parce qu'à 29 ans, 28 ans, je ne m'attendais pas à faire face à une éventuelle mortalité ou des mécanismes de torture. A priori, il y a le choc, le traumatisme, mais maintenant que je suis plus âgée, en regardant, ça a été un événement bénéfique au niveau, je dirais, au niveau intellectuel, au niveau spirituel, au niveau de l'enrichissement et de la prise de conscience. En côtoyant des femmes dans ces cellules et ces geôles à conditions infrahumaines, j'ai vraiment pu côtoyer la misère d'Haïti et voir à quel point ces femmes-là souffraient. Il y a eu des épisodes quand même assez amusants, même si c'était après la torture. Je dis tout le temps, j'ai joué le rôle de script. Parce que ces femmes étaient amoureuses, soit des geôliers, soit d'autres détenus. Et j'ai donc été amenée à écrire des lettres d'amour à des inconnus. Donc ça, c'était assez amusant. Ça m'a permis, comme on dit au Québec,
de maturer, d'obtenir une certaine maturité assez rapidement. Et une fois plongée au Québec, j'ai appris à survivre. En fin de compte, oui, j'avais le soutien familial, mais il fallait que je me reconstruise. Donc, il y a une sorte de reconstruction intérieure. Et dans un des documentaires, je dis, je ne veux pas sombrer dans une sorte d'obscurantisme interne. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un avant arrestation et un après? Est-ce que ça a autant changé? Je suis désolée d'employer ce mot-là, mais est-ce que ça a autant changé la vie pour qu'on puisse dire qu'il y avait un avant et un après Marie-Denise? Il y aurait probablement, on pourrait dire qu'il y a un avant et un après, mais étant donné que tous les changements dans une vie se font graduellement, je pourrais dire qu'il y a eu une coupure. D'accord. Une coupure brusque d'un destin qui va suivre une autre trace, un peu comme une rivière qui va suivre un autre ou un canal qu'on emmène ailleurs. Et à ce moment-là, on est détourné du chemin qui était tracé. Ça, oui, c'est brusque. Mais après ça, c'est un parcours et une trajectoire de vie qui se transforme comme une œuvre évolutive un peu. Et le fait d'avoir été script pour ces femmes, puis ce sont des lettres d'amour, donc ça aidait aussi à mettre quelque chose de comment je vais dire, d'humain à l'intérieur de tout cet événement. Il y avait beaucoup de petits moments d'humanité, parce que même si on vit dans des conditions infestes, je dirais, infrahumaines, il y a une solidarité dans la cellule, celles qui sont libérées, celles qui reviennent. Certaines plus âgées m'avaient pris sous leurs ailes. J'ai dessiné aussi à un moment, j'ai pu obtenir des crayons feutres. Donc je dessinais les récits qu'elles me racontaient, des récits épiques. C'est une qui était arrêtée parce qu'elle est tombée amoureuse d'un professeur, mais elle avait quelqu'un qui voulait la séduire, qui faisait partie de l'armée. Elle ne voulait pas succomber. Elle préférait le professeur qui avait un profil intellectuel, etc., etc. Bon, bref, elle est tombée dans un guet-apens et elle s'est fait arrêter. Ah ouais. Et on l'a accusée d'être une trafiquante de drogue. Donc, elle est passée par les recherches criminelles, la section des narcotiques et tout ça. Et donc, j'avais dessiné quelque chose que j'avais appelé 3 coups de roche. 3 coups de roche pour la cocaïne. Voilà. Ouais. Puis, après cet événement, donc tu es arrivé au Québec, est-ce que tu as eu besoin, toi, de rentrer tout de suite, d'avoir un support pour traverser ces moments-là de l'après? J'ai eu vraiment une chance inouïe. La femme d'un de mes cousins avait accès à un atelier d'artiste. Donc la famille m'avait offert du matériel d'art et j'ai peint. Et ma première exposition a lieu en 91-92, je pense, au Centre Brofman à l'époque. OK, quand même. Et c'est là aussi que ça a été un tournant, parce qu'en réalité, l'exposition a très bien marché et je me suis lancée dans la peinture et dans les arts visuels parallèlement. Maintenant, quand je regarde les tableaux que je faisais à cette époque, il y a énormément de douleur. C'est clair que peut-être c'était un exutoire dont on parlait tout à l'heure. Cette façon de s'exprimer à travers la peinture ou l'écriture qui permet d'évacuer le trop-plein. Est-ce que tu continues avec le pinceau? Je sais qu'on est beaucoup plus dans l'illustration, le texte et tout, mais est-ce que tu continues à peindre? Alors, je fais des expositions lorsque je suis invitée. Là, dernièrement, il y a eu une exposition qui a été organisée par Mosaïque Interculturelle, qui était greffée à un défilé de mode également. Donc, j'ai eu l'occasion d'exposer à ce moment-là. Alors, sur le chemin de ton parcours atypique, donc écrivaine jeunesse, pourquoi avoir choisi d'écrire pour les jeunes?
Alors, je suis retournée en récréation. Je suis complètement dans la cour de récréation. Comme disait Ferron, la créer, c'est la récréation. Et je pense que ça boucle un petit peu le tout en donnant à ces enfants ce que je n'ai pas pu avoir. Parce que je me rappelle que quand j'étudiais l'illustration, il y avait... Alors, on était aux États-Unis, on est dans un pays où les choses sont en noir et blanc, et je retrouvais des livres pour enfants, mis à part dans le fantastique, les livres avec des animaux ou la fantaisie, des histoires qui étaient vraiment calquées soit pour des familles blanches, soit pour des familles noires. Et les histoires qui étaient calquées pour les familles noires ressemblaient à des histoires de familles blanches peintes en noir. Et j'étais loin de ma réalité caribéenne, de la réalité qui pourrait être la réalité d'une Antillaise, d'une Africaine, la réalité des Marocains. Donc j'avais besoin d'une famille où je voulais avoir toutes les teintes, du blanc en passant par toute la palette, ocre, et arriver à l'indigo. Et je me disais, mais c'est ce que j'aimerais faire, c'est ce que j'ai vu. Et c'est ce qui t'a poussé vers les histoires de jeunesse. En fin de compte, c'est ce qui m'a poussé vers des histoires récits jeunesse axés sur mon parcours de vie, donc un parcours interculturel. Mais étant donné que j'avais ce souci, et je l'ai encore, de ne pas stigmatiser, ce sont des animaux, comme dans les fables de La Fontaine, qui viennent vraiment illustrer mes récits. Et le proverbe créole, que je trouve tellement succulent, imagé et plein d'humour, est ma source d'inspiration. Super. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Toujours avec moi, Marie-Denise Douillon, écrivaine jeunesse, illustratrice et artiste peintre. Alors, Marie-Denise, tu as créé une plateforme pour la jeunesse. On parle de pourquoi tu as été vers les jeunes, qui se nomme Musiquidi. Donc, tu dis que la diversité est au cœur de Musiquidi, qui souhaite très tôt sensibiliser les jeunes à la diversité culturelle. Donc, parle-nous de Musiquidi. Alors, Musiquidi est né lors de la pandémie. C'est encore très frais dans nos mémoires. Les rues sont vides. On a une peur bleue de toucher les emballages. On passe de la javel dans tout. On se déshabille et lave notre linge pour le désinfecter. Et il y a surtout ce silence qui règne. Et ça a été un moment propice pour réfléchir à un projet qui nécessitait le calme et le silence. Je sais que cette pandémie dans le monde culturel a eu d'énormes séquelles, même des dégâts, mais pour certains artistes, ça a été un moment choyé où on pouvait plonger dans la création. Et ça a été le cas pour moi. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis mis à écrire. Au début, je voulais que ce soit une plateforme de chansons, de musique pour enfants.
On a tous grandi avec les comptines. C'est vrai, ouais. Et là, je voulais écrire des chansons pour les enfants. Donc, j'ai commencé, mais c'est un peu plus lourd comme processus. Il y a la mélodie, il y a la composition, etc. Quoique là, je vais y revenir par un heureux hasard. On m'a contacté pour écrire des chansons. Et je voulais le mot musique en créole, avec un K. Et comme je voulais aussi aller au niveau international, j'ai choisi Kiddy, qui veut dire kids en anglais. Oui. Et en même temps, je faisais le jeu de mots qui dit. Qui dit quoi? C'est ça. Ouais, ouais. Alors moi, lorsque je l'ai vu, j'ai pensé qui dit quoi. Alors, c'est exactement ça aussi. Ouais, ouais. Salut, hola, je suis Pasquale, un petit cheval du Portugal, un cheval très sentimental. Salut, hola, je suis Pasquale, un petit cheval du Portugal, un cheval très sentimental. Dès qu'on me regarde dans les yeux, c'est la panique, je suis nerveux. Je suis un cheval romantique qui trouve que l'amour c'est magique. J'aperçois une belle gazelle. D'où viens-tu, jolie demoiselle? Je te trouve super attirante avec ces cornes si amusantes. Je viens des tropiques, je viens de l'Afrique, de l'autre côté de l'Atlantique. Les paysages sont magnifiques et le soleil si chaud qu'il pique. Et le soleil si chaud. Mais rien ne m'empêche d'aller rendre visite à ma belle gazelle. Salut, hola, c'était Pasquale, le petit cheval du Portugal. Je suis amoureux d'une belle gazelle. Salut, hola, c'était Pasquale, le petit cheval du Portugal. Je suis amoureux d'une belle gazelle. Puis, alors, il y a plusieurs sujets. Il y a un site Internet qui est très, très bien fait, très coloré, très attractif. Comment sont amenés les sujets des livres qui se retrouvent sur la plateforme? Alors, je voulais d'abord écrire en rime. Et ça, c'était au niveau de la chanson, à cause de la rythmique que ça créait. Ouais. Donc, il y a un petit cheval du Portugal, il y a Taïr, le beau pan d'Agadir, Lilou, le caribou de Rivière-du-Loup. Et c'est comme ça que les animaux sont nés, parce que les animaux correspondaient à certains lieux. Ouais. Mais je ne voulais pas aller dans des lieux où je ne trouvais pas des personnes qui pouvaient appuyer et l'aspect de la recherche, même si les livres sont pour des enfants de 6 à 10 ans, Ouais. je ne voulais pas inventer des choses qui pourraient avoir des répercussions. Donc, je valide toujours. Donc, j'ai choisi le Maroc parce que d'abord, je connais le Maroc. Ouais. Mais aussi, je suis entourée d'amis marocains et marocaines. Donc, je peux aussi en collaboration, j'ai eu la collaboration du Centre culturel marocain Dar El Maghrib qui est à Montréal, valider l'information. Ouais. Célimane, un très bel âne de Léogane, la même chose. Je peux valider avec le syndicat et la communauté haïtienne. OK. Puis, et cette envie de faire connaître la diversité culturelle très jeune aux jeunes, c'est une mission que tu t'es donnée, c'est un mandat, c'est quelle inspiration que tu as eue? En fin de compte, il est facile d'écrire sur ses propres parcours. Ouais, et c'est ma réalité quand je regarde ma famille, les petits-enfants de la famille. Ces enfants grandissent, ils ont des amis, on va dire, québécois de toute origine aussi. Ouais. Y compris les Québécois de souche. Donc, leur réalité, ils n'ont pas encore de filtre en grandissant. Et ils vont acquérir ces filtres très jeunes. Mais je me dis, si on est ancré solidement, moi, je pense que mon enfance, mes parents, en amenant mon haïtienneté et cette fierté très jeune, comme dit la citation, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on s'en va. Il faut être enraciné solidement dans nos identitaires
sans complexe pour pouvoir grandir avec cette fierté et cette richesse qui est la diversité. Ouais. Tu as parlé de proverbes tout à l'heure. Donc, il y avait des proverbes haïtiens qui t'interpellaient. D'où ça vient, ça? Parce que est-ce qu'il y a des proverbes qui proviennent aussi du Maroc, de d'autres espaces? Parle-nous de ces proverbes. Oui, alors, par exemple, Tahir, le beau Pandagadir, c'est à partir d'un proverbe marocain qui a été mordu par le serpent, craint la corde, qui est un proverbe qu'on retrouve, me dit-on, aussi en Algérie et en Tunisie. Donc, ça va être l'histoire d'un pan qui va devenir, qui rêve d'évasion, qui ne rêve pas d'évasion. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Exactement, oui. Et en fin de compte, à un certain moment, il va se perdre, voir un cobra, etc. Et puis, à la fin de l'histoire, il devient précautionneux. Oui. Mais ça devient aussi un prétexte pour pouvoir aborder avec les enfants des sujets comme que vas-tu faire si jamais tu te perds dans un centre d'achat? Comment tu surmontes tes peurs, etc. Oui, oui. Et tu le fais à travers les proverbes. Je le fais à travers les proverbes, donc les récits qui découlent de ces proverbes. Oui. Je peux aborder des thématiques comme l'intimidation, le taxage, la discrimination, la peur, le cauchemar. Oui, oui, oui. J'avais été voir ton site internet et j'ai été agréablement surprise de voir que beaucoup de livres sont sous différents supports. Est-ce que c'était important aussi pour toi que ça soit accessible pour tout public? En fin de compte, l'aspect gratuité était important pour moi. Donc, j'ai créé aussi des narrations visuelles et elles sont sur YouTube gratuitement. Et c'est une façon aussi je voulais amener ces récits-là dans les écoles. Je fais des tournées dans les écoles et chaque fois que je passe ces capsules vidéo, je vois à quel point il peut y avoir de la fierté des personnes. Par exemple, si l'histoire se déroule au Maroc, il y a des Marocains, des enfants de familles marocaines qui vont dire « Madame, je viens de ce pays-là ». La même chose pour Haïti. Quand je vais aussi en Ontario et que j'amène Lilou, le caribou de Rivière-du-Loup, la fierté d'être francophone ontarien parce qu'on parle français. Donc, je pense qu'il est important de semer des petites parcelles comme ça de lieux de fierté qui nous permettront, je ne suis pas psychologue, mais des adultes bien dans notre peau. Parce que je pense que l'exclusion fait d'énormes dégâts au niveau psychologique. En effet. Marie-Denise, tu as aussi un projet où il y a eu la résidence d'écriture et d'illustration, donc projet très intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors en 2023, du printemps à l'automne, j'ai eu à mener un atelier d'écriture, un atelier de médiation, écriture, illustration, à la bibliothèque Côte-des-Neiges avec les aînés et à la bibliothèque interculturelle avec des enfants. Oui. Ça a été une expérience extrêmement enrichissante. J'ai eu à créer aussi des petites capsules de mini témoignages de ces personnes-là. Et j'ai pu constater la force de l'écriture. Des histoires qui les ramenaient dans le passé ou des histoires de documentaires. Et ce que ça a créé pour moi aussi, c'est de briser ce mythe que les aînés sont isolés. J'avais des aînés qui devaient avoir entre 60 et 90 ans, de conditions différentes, de formations différentes, et ça a donné des récits extraordinaires. Puis ce sont des récits qu'on peut voir sur le site internet, hein? Pour voir ces récits, il faudrait aller sur mon site, mddouillon.com, et avoir ces témoignages.
Il y a certaines personnes qui sont sorties de là extrêmement enrichies en disant ben, ça a démystifié pour moi l'écriture. Je pensais qu'il fallait être un grand écrivain pour écrire, ou une grande écrivaine, et j'ai pu aborder l'écriture avec beaucoup plus de plénitude. Et puis sûrement pour ces personnes-là aussi, ça fait un travail de réflexion ou de peut-être pacification aussi sur certains événements de leur vie. Et surtout que le projet a abouti par une édition à très petit tirage d'un recueil. Donc il y a eu cette fierté d'avoir le recueil. Quant aux enfants à la BIC, alors là, c'était merveilleux. Parce que les enfants plongent dans le proverbe et l'illustration. Et ce que j'aime beaucoup avec les enfants, il y avait des enfants de différentes origines aussi. J'ai eu à rencontrer de jeunes Ukrainiens et Ukrainiennes aussi, qui étaient accueillis au Québec. Une personne d'origine arménienne, enfin chinoise, etc. Mais c'était de voir comment les enfants sont des petits philosophes en herbe et qu'ils intègrent très, très rapidement le proverbe. On leur donne le proverbe et immédiatement, la trame narrative est là dans leur esprit, prend forme, les illustrations, l'aventure. Tandis qu'adulte, on a beaucoup plus d'hésitation. On doit souvent valider auprès des autres. Oui. Ah, tu en parles déjà avec passion, donc on voit que tu es vraiment dans cette passion avec les jeunes et tout. Puis, tu as autant de projets. Où tu puises ton inspiration? Alors, l'inspiration est quelque chose de merveilleux, de mystérieux et de magique. Oui. Je ne sais pas ce que j'accumule dans ma sacoche en marchant, mais je vois ressurgir des petits événements, des éléments, des animaux. Les choses se recollent. J'ai fait un séjour à Abidjan, un très court séjour. C'était une mission d'exploration et d'ailleurs, j'y retourne au Salon du Livre. Et en Côte d'Ivoire, on dit bienvenue, on dit Akwaba. Là, je suis en train d'essayer de travailler une trame pour parler de la traite transatlantique. Mais je ne veux pas avoir des images douloureuses pour les petits. Donc, je vais passer par les animaux encore une fois. Probablement une histoire d'un petit singe qui va se faire capturer, etc. Mais finalement, quand il va retrouver son chemin et qu'il retrouve les siens, eh ben voilà la possibilité de dire Akwaba. Retour dans sa communauté africaine. Donc, dans tout ce que tu fais, tout ça, tout est métissé. En fin de compte, pour répondre à ta question, oui, tout est métissé, mais c'est comme des morceaux de puzzle, je dirais, le processus d'écriture. Il y a telle partie de l'histoire qui ressurgit. Franco, le vieil hippo de Chicago, je te disais que mes parents sont passés par Chicago. Donc, je replonge l'hippopotame dans l'époque de la prohibition à Chicago avec le crime organisé américano-italien. Et là, voilà qu'il va subir des intimidations d'une gang d'hippopotames, des hippos, qui ont des gros piscotos. Donc, c'est une façon aussi d'amener l'intimidation. Mais pourquoi Chicago? Probablement à cause de ça. Puis aussi, ça rime avec hippo, Chicago, biscotto, moto. Et tu vois, je mets des petits mots comme ça. Je vais parsemer le plus méchant. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Zozo. Oui. Oui. Alors, Marie-Denise, tout à l'heure, on avait parlé de l'accessibilité, c'est-à-dire que les livres sont sur différents supports, mais aussi cette accessibilité, c'est gratuit. Mais comment tu vois la suite de ça? Parce que à un moment donné, il faut en vivre. Est-ce que tu as un plan là-dessus? Parce que tu es généreuse, mais en plus, c'est extraordinaire parce qu'il y a du contenu, il y a une création, il y a beaucoup de réflexion à travers ça. Alors, j'ai aussi développé des fiches pédagogiques qui sont, elles aussi, gratuites sur le site Mieux Enseigner et qui sont aussi gratuites sur le site de Musique Kiddy. Mais éventuellement, effectivement, il faut penser à la monétisation. Voilà, tout à fait. Donc, la monétisation, moi, je dirais aux personnes qui veulent m'aider, aux auditeurs,
c'est de commander des livres, soit en passant par les librairies, les libraires.ca, Amazon, et surtout créer un public de gens qui nous suivent. Oui, on les appelle des followers en anglais, mais allez sur YouTube, allez et mettez des avis favorables si vous aimez. Il faut créer cet engouement. Et je pense qu'en créant cet engouement, éventuellement, mais comme tous les artistes, j'essaye de trouver des contrats connexes. Je fais des demandes aussi de subventions et j'essaye de créer ma marque en participant le plus possible à des salons du livre. Oui, tout à fait. Tout à fait. En tout cas, toutes mes félicitations parce que c'est très... tu vulgarises bien aux jeunes et puis d'amener la connaissance de cette diversité culturelle aux jeunes, c'est une belle mission. Merci. Bravo. Merci. Bravo. Marie-Denise, avec tout ça, déjà, tu as d'autres projets. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles des salons du livre que tu auras à faire et tous tes autres projets d'écriture. Alors, c'est la boîte à Pandore un peu, tous ces projets. Bon, dans l'immédiat, je vais être à Abidjan en mai pour le salon du livre qui s'appelle le SILA. Et j'ai été invitée avec Édition Québec. Donc, je vais présenter mes livres jeunesse qui seront aussi distribués en Afrique. Je suis très contente que les livres soient distribués en Afrique. D'abord, c'est un lectorat que je voulais toucher, mais aussi en sachant à quel point le livre peut être cher. Donc, d'avoir des livres qui sont distribués via Édition Québec, ça me fait très plaisir. Au retour, je m'arrête au Maroc parce que j'ai un projet de traduire les livres en darija, qui est plus l'arabe, plus accessible, dialectal. C'est un petit peu le même, si je vais faire une comparaison, les combats qu'il y a eu pour le créole versus le français. Le français, oui. Donc, je dois rencontrer... dans le cadre des missions laïques françaises, quelqu'un qui travaille là-dessus, et puis de voir aussi comment ces livres-là pourraient être amenés dans les écoles, avec le même objectif de valorisation identitaire. Et entre tout ça, j'ai eu vraiment la chance de découvrir trois acteurs, 3 comédiens qui œuvrent dans le théâtre. Et il me semblait tout naturel d'amener ces récits-là en dialogue et en pièces théâtrales. Donc, on espère en 2025 pour voir... J'ai une exposition, parlant des expositions. J'ai une exposition d'illustration en novembre, probablement, en tout cas en automne, à la Maison de la Culture Côte-des-Neiges. Et je voulais intégrer lors du vernissage une pièce ou une courte performance théâtrale. Et je suis en train de jouer avec l'idée d'avoir le proverbe créole qui dit que 2 taureaux ne peuvent pas cohabiter dans le même pâturage. Amener ainsi la problématique de la colonisation, de l'envahisseur, je ne sais pas trop comment encore, et aussi peut-être l'occupation américaine. Donc voilà. Je parle de l'occupation américaine de 1900... là, je n'oserais pas. Donc, voilà. Oui. Alors, finalement, des sujets qui ont porté lourde en conséquences, mais maintenant, les vulgariser, les rendre légers pour les transférer à la connaissance des jeunes. Oui. C'est toujours avec les animaux. Alors, j'ai déjà le titre que j'ai mis sur mon site. Il s'appelle Léo Kako. Qui est un héros taureau. Oui. Et il va avoir le profil de Toussaint Louverture. Oui. Donc, voilà. Et puis, maintenant, le reste,
Tout le reste reste à faire, à développer. Alors, un vrai cerveau en ébullition. Merci, vraiment, t'es généreuse dans ce que tu dis. Puis, lorsque j'entends ton histoire, je vois quand même de la résilience. Est-ce que c'est un mot qui résonne pour toi? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Alors, le mot résonne, mais je trouve que c'est un mot qui est galvaudé. Oui. Et on l'utilise, je trouve, à toutes les sauces. Mm-hmm. On parle de résilience tout le temps. Oui. Ça devient même une compétence, je crois. Oui. Vraiment, toute honnêteté et humblement, je ne pense pas que ce mot-là, on puisse l'utiliser sans avoir eu, malencontreusement, dans mon cas, je ne veux pas généraliser, la possibilité de voir les limites de la résistance humaine. Oui. Et ça, on ne peut pas le savoir. Mm-hmm. Et on me remettrait dans une machine où je ferais face encore aux mêmes épreuves que j'avais plus jeune, peut-être que je serais incapable de passer. Oui. Donc, ce serait présomptueux de ma part de dire je suis résiliente ou je ne suis pas résiliente. Oui. Mais ce que je sais, c'est que je veux garder la flamme intérieure allumée et nourrir cette capacité de rebondir. Mm-hmm. Et la création est une façon de le faire. À travers la création. Oui. Est-ce que, avec ça, est-ce qu'il y a une certaine foi aussi? Est-ce qu'il y a quelque chose... est-ce que tu pratiques de la méditation? Est-ce qu'il y a des supports que tu vas chercher pour, justement, continuer dans cette belle inspiration? Alors, je ne vais pas chercher ces supports, mais je suis une personne croyante. Donc, la prière fait partie aussi de mon quotidien. Mm-hmm. Donc, ça me permet de puiser peut-être cette espérance et cette plénitude intérieure. Oui, et de continuer à créer. Et de continuer à créer, effectivement. Alors, Marie-Denise, tu es très inspirante. Je voulais te poser la question, est-ce qu'il y a des femmes qui t'ont inspirée durant ton parcours ou aussi des femmes artistes est-ce que tu as eu ces inspirations? Il y a des femmes artistes qui m'ont inspirée. Quand je suis arrivée en Haïti, j'aimais beaucoup la peinture de Lusturnier. Il y a plein de femmes qui m'inspirent. Mais je suis particulièrement admirative des femmes comme Rosa Parks, Viola Desmond. Des femmes, moi, ce qui me frappe sont les êtres humains, femmes ou hommes, qui sont capables de se lever. Et même si la majorité disent oui, qui disent non et qui vont jusqu'au-delà de leur capacité pour défendre cette cause. J'essaie de me dire, mais ça demandait un sacré courage de se lever dans cet autobus et de se dire, mais aujourd'hui, c'est peut-être le dernier jour où je verrai le soleil se lever, mais j'aurai la fierté d'avoir dit non, d'avoir résisté. Alors, c'est cette capacité de résistance qui, pour moi, nourrit quelque chose qui n'a pas de prix, qui s'appelle la dignité humaine. Non achetable, non vendable, non négociable. Tout à fait, tout à fait. Pour terminer, Marie-Denise, j'ose te demander, comme tu as eu un passage malheureux en Haïti avec cette arrestation, lorsque tu penses aux femmes, justement, d'Haïti, celles pour qui tu avais écrit ces lettres d'amour, mais celles qui maintenant sont dans la détresse, qu'est-ce que serait ton mot pour elles? Et écoute, je ne sais pas si j'ai un mot, on leur dit tout le temps courage, ne lâchez pas, etc. Mais je me demande jusqu'où on peut demander à un être humain de supporter l'insupportable.
Alors, j'en côtoie certaines, et puis je me rappelle à la Maison d'Haïti, une fois j'étais passée, et puis tout à fait un concours de circonstances, j'ai fait de l'interprétation sur place. Oui. Il y avait des réfugiés, justement, qui racontaient leur parcours. Ils avaient, bien sûr, le chemin Roxane traversé. Oui. Il y en avait qui venaient du Brésil, qui s'étaient cachés dans des rivières, il y en a qui avaient traversé la forêt, etc. Mais des histoires, à la limite, inhumaines, de détresse, de survie. Et franchement, que dire? Sinon, là où je me trouve, ou là où plusieurs se trouvent, et ce n'est pas encore une condamnation, mais il est évident, je me suis dit, Marie-Denise, parfois tu pleures, comme dit le proverbe mexicain, la bouche pleine. Ah oui. Alors, sous ces mots d'inspiration, parce que c'est vrai, ça nous met plus en conscience de ce qu'on a, dans la gratitude aussi. Alors, Marie-Denise, merci d'avoir accepté mon invitation, puis d'avoir si généreusement répondu à mes questions. Ça fait vraiment plaisir. Alors, c'est à moi de te remercier. Je remercie toute l'équipe. Et puis, franchement, ça a été un tel plaisir que je n'ai pas vu le temps passer. Voilà. Alors, je rappelle que mon invitée est Marie-Denise Douillon, écrivaine jeunesse, illustratrice et artiste peintre. Ceci met fin à notre émission. Donc, merci à toute mon équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et ici Marjorie Théodore qui vous donne un autre beau rendez-vous la semaine prochaine.